représentait Delon assez froid, aristocratique, et Belmondo plus gouailleur, enfant du peuple. Non, c'est exactement le contraire, puisque Belmondo, c'est plutôt le fils de famille. Son père est un grand sculpteur, il a été élevé par des parents qu'il aimait. Malheureusement, Alain Delon n'a pas eu du tout cette vie-là. Il a été un enfant solitaire, ses parents se sont séparés très jeunes, il a eu une enfance très difficile. À 17 ans, quand Belmondo prend un appartement pour vivre sa vie à Saint-Germain-des-Prés, au même âge, Alain Delon s'engage pour aller combattre en Indochine. En 1958, elle tourne En cas de malheur avec Jean Gabin et une scène qui va faire jaser et couler beaucoup d'encre. Vous allez la voir. Je vais vous dire une chose, j'ai eu un mal fou à trouver la scène entière, non censurée. Encore aujourd'hui, sur les plateformes, on ne trouve pas la véritable scène en entier où l'on voit les fesses de Brigitte Bardot. C'est quand même, ça en dit long sur cette époque, tellement paradoxale, où d'un côté, c'est une libération totale. La révolution sexuelle, là aussi, a fait plusieurs révolutions autour de la Terre, de la société. Et paradoxalement, on est dans une époque d'une pudibonderie totale. Tartuffe de Molière n'est pas loin, cacher ce sein que je ne saurais voir. Là, c'est cacher ces fesses que je ne saurais voir. Voilà, j'ai essayé de vous parler de Robert Le Vigan du mieux que j'ai pu, mais en tout cas avec en tête l'idée de remettre cet immense acteur à la place qu'il mérite au panthéon du cinéma français, et non pas d'être vu uniquement comme un collaborateur, comme un salaud, ce qu'il n'était absolument pas. Il n'a tué personne. Il a fait des émissions satiriques à Radio Paris en lisant des textes qui n'étaient pas les meilleurs. Et il était l'ami de Céline, et ça c'est impardonnable quand on sait ce qui est arrivé à Céline ensuite. Mais il faut savoir quand même, parce qu'on a souvent dit que Robert Le Vigan était un trouillard. Là encore, remettons les choses à leur place. Pendant son procès, Robert Le Vigan n'a pas dit une seule chose négative qui aurait pu accabler Céline. Et en prenant la défense de Céline en ne disant rien, il se mettait en danger. À cette époque-là, la peine de mort, c'était rapidement appliqué. Je voulais absolument profiter de ce numéro sur Lino Ventura pour parler de José Giovanni. José Giovanni, d'origine italienne, lui-même, c'était un des grands amis de Lino Ventura. Et si vous regardez d'anciens numéros de ma série, j'ai déjà parlé de José Giovanni et de son passé sulfureux, puisqu'il avait été collaborateur, condamné à mort. Il a fait 11 ans de prison, il a été gracié. Il faut savoir qu'un jour, Lino Ventura a reçu un courrier qui lui a révélé ce qu'il ignorait, c'est-à-dire le passé de José Giovanni, son ami José Giovanni. Et la réaction de Lino Ventura était très simple, il a déchiré le document devant José Giovanni pour lui dire que ça ne changeait strictement rien à l'amitié qu'il lui portait. On arrive. Je suis à vous tout de suite. C'est fou comme les gens sont pressés de nos jours. Ça fait, je travaille ici depuis 1934. Vous voyez, ça commence à faire. Et c'est de pire en pire. Je voulais aujourd'hui vous parler de Jean Gabin. Alors c'est vrai que j'ai déjà parlé de Jean Gabin, mais cette fois c'est Gabin avant Gabin. Ce sera un épisode uniquement consacré au Jean Gabin de l'avant-guerre. Et là, on peut dire qu'il n'a tourné que des chefs-d'œuvre. C'est la fin de la première partie. J'ai coupé cette émission sur Jean Marais en deux parce qu'il y a beaucoup de documents que je souhaite vous montrer. Et dans la deuxième partie, alors on va se consacrer au Jean Marais, les films de KPDP, le Bossu, le Capitan, le Jean Marais virevoltant, le Belmondo avant Belmondo. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette première partie et que vous serez fidèles pour notre deuxième rendez-vous avec Jean Marais, doué pour le bonheur. À bientôt. Nous allons commencer par le début, bien sûr.
Patrick Devers, c'est un enfant de la balle. Et quand je dis de la balle, pas de mauvais jeu de mots, il ne s'agit pas du tout d'une référence à son suicide. Non, c'était véritablement un enfant de la balle. Il est né dans le monde du spectacle. Sa mère était actrice, Mado Morin, on l'entendra d'ailleurs dans un témoignage assez troublant à la fin de ce numéro. Et donc, elle avait 6 enfants, 6 acteurs, les petits Morins, qui ont joué dans beaucoup de feuilletons. Alors là, on est en pleine ORTF. Moi, je suis un enfant de la télévision, hein. Je suis né devant une télé, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Le cinéma de Melville, c'est vraiment une création magnifique et ça rejoint un peu cette phrase qu'on attribue, je crois, à Alfred Hitchcock qui disait « Quand je vois le spectre du réalisme, je lui tords le cou ». C'est exactement ça. Ce qui fait justement les très grands cinéastes, c'est qu'ils inventent un univers, ils créent quelque chose. Ils ont un monde en eux et ils nous font rentrer dans leur monde. Imaginez que les maquillages de cette époque, donc 1968, ça fait un bail, n'ont pas tellement souffert de la comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui. Au moins, tout ce qu'on voit à l'écran existe, est vrai, on y croit. Ce n'est pas l'image faite par l'ordinateur, la CGI. Une fois de plus, le cinéma est en train de se détruire avec cette histoire de CGI. Bref, ça c'est une autre histoire. Ce qui est très important, c'est que grâce à Kirk Douglas, la liste noire, la blacklist, c'était terminé et le cinéma américain a clos le chapitre du macartisme au cinéma. C'est quand même quelque chose. Jules Berry, franchement, c'est un personnage tout à fait hors cadre presque du cinéma français parce que vous l'avez vu, c'est un jeu extraordinaire. C'est un personnage en lui-même et qu'on faisait tourner en fait pour interpréter son personnage de Jules Berry. Et je crois qu'il n'y a aucun autre acteur qui ait fonctionné comme Jules Berry. Il a un panache, un allant, une décontraction, un œil très important, l'œil de Jules Berry.